Bienvenue dans Octopus, le podcast Made in Belgium de la LIFRAS, Ligue francophone de recherche et d'activités subaquatiques. Ici, on prend une grande inspiration et on plonge ensemble dans l'univers fascinant du monde subaquatique. Ajustez votre masque, réglez vos palmes, Octopus commence maintenant. Bonjour Jérôme. Bonjour Jennifer. Jérôme Delroisse, tu es zoologiste et enseignant à l'université de Mons et spécialiste des invertébrés marins. Voilà pour les présentations. Alors maintenant, plus pratiquement, Jérôme, nous nous trouvons à Mons, au Muséum régional des sciences naturelles, qui vient d'accueillir ta conférence sur l'arbre du vivant, événement organisé par le club de plongée Le Nemo. Peut-être pourrais-tu commencer par nous expliquer ce qu'on entend par arbre du vivant ? Oui, alors l'arbre du vivant ou l'arbre de la vie, c'est finalement quelque chose qui n'existe pas et que les chercheurs utilisent. C'est un outil, si vous voulez, qui connecte tous les êtres vivants. Parce que tous les êtres vivants descendent d'un ancêtre commun, universel. Et l'arbre du vivant, c'est finalement un genre de fil d'Ariane qui connecte tous ces organismes et qui permet de mieux comprendre d'où on vient et où on va. C'est littéralement la généalogie, finalement, des organismes vivants sur notre planète. Et donc, dans les cours de biologie, on parle des embranchements, c'est de ça qu'on parle. Alors, les embranchements, ce sont des grands groupes d'organismes. Alors, les biologistes aiment utiliser des termes qui permettent de hiérarchiser. Évidemment, ces termes, en fait, ce sont des outils pour les biologistes. Fondamentalement, l'espèce, c'est l'unité. L'espèce, elle est visible, on peut percevoir l'espèce, on peut la voir. Toutes ces classes, ces ordres, enfin ces différents termes hiérarchiques, ce sont des outils afin d'aider les biologistes à classer. L'embranchement, c'est une finalement de ces cases, mais c'est une case particulière parce que ça permet de regrouper des organismes qui ont un plan de structure, une anatomie globale relativement conservée. Je vais peut-être donner un exemple. Les arthropodes, c'est un embranchement. Eh bien, ça regroupe tous les organismes qui ont un exosquelette articulé. On parle des crustacés, on parle des insectes, on parle des araignées. Tous ces organismes sont des arthropodes. C'est l'embranchement des arthropodes. On peut situer à un endroit précis de l'arbre du vivant. Finalement, un embranchement, c'est un peu une branche de l'arbre du vivant qui mène, évidemment, pour certains embranchements, à énormément d'espèces différentes, évidemment. D'autres embranchements moins connus peuvent contenir relativement peu d'espèces. Alors j'ai été extrêmement surprise pendant ta conférence parce que dans nos cours de bio, on parcourt une dizaine d'embranchements, en tout cas sur le plan de la plongée. Et j'avais un peu cette image un peu naïve que toutes les espèces qu'on retrouve devraient se situer dans un de ces embranchements qu'on a appris, alors qu'en fait tu évoquais qu'il y en avait une trentaine, potentiellement plus. Oui, et encore là, je ne parlais que des animaux, que de ce qu'on appelle les métazoaires. Mais en effet, il y a entre 30 et 35 embranchements de métazoaires. Et pour être très franc, à peu près la moitié de ces embranchements, on ne les croise jamais. Et c'est très difficile finalement de les observer pour plusieurs raisons. Une des raisons importantes, c'est que beaucoup de ces organismes peuvent être microscopiques, évidemment. Même si on parle d'animaux, on a des animaux qui sont microscopiques. Et donc finalement, c'est un peu le luxe du monde scientifique qui est évidemment équipé avec un certain nombre d'outils pour pouvoir potentiellement étudier ces embranchements qui sont un petit peu invisibles pour le grand public. Qu'entends-tu par métazoaire ? Du coup, le terme métazoaire, c'est vraiment un synonyme des animaux. Le terme était opposé, par exemple, au terme des protozoaires, qui étaient des organismes qui étaient unicellulaires, à l'inverse des animaux qui sont pluricellulaires. Et donc, si je comprends bien, la dizaine d'embranchements qu'on étudie en tant que plongeur sont ceux qu'on peut rencontrer, qu'on voit à l'œil nu. Mais il y a de nombreux autres embranchements qu'on ne connaît pas du tout, nous, en tant que plongeurs, mais qui peuvent être intéressants à étudier. Oui, tout à fait. Les intérêts peuvent être multiples. Pour donner un exemple, l'embranchement des nématodes, par exemple, ce sont tous des vers ronds qu'on n'a pas l'habitude de croiser lorsqu'on plonge. Pourtant, c'est un des embranchements qui comporte le plus d'espèces avec celui des arthropodes. Donc, il est extrêmement diversifié, extrêmement intéressant écologiquement. Évidemment, ce n'est pas celui qu'on va enseigner en premier en plongeur parce que la plupart de ces organismes sont des organismes interstitiaux qui sont entre les grains de sable et qu'on ne va pas croiser lors d'une plongée classique, évidemment. Mais donc, les intérêts pour un embranchement sont multiples parce que, par exemple, certains embranchements comportent extrêmement peu d'espèces, mais ils sont caractérisés par des capacités biologiques extrêmement particulières. Ça les rend très intéressants pour les biologistes, mais évidemment, si ces embranchements sont microscopiques, sont inaccessibles, les plongeurs ne vont pas les croiser à la plongée lambda. Donc c'est un petit peu peut-être difficile de leur demander d'intégrer ce genre d'informations.
Mais donc l'intérêt pour les chercheurs de mettre à jour tous ces embranchements avec toutes ces espèces avec des capacités parfois exceptionnelles, quel est-il? Le chercheur qui étudie l'arbre du vivant est évidemment fasciné par la diversité des organismes qui se présentent dans cet arbre du vivant. Au niveau des animaux, bon, il y a entre 30 et 35 embranchements. Et finalement, on pourrait dire que chacun de ces embranchements a ses caractéristiques qui leur sont propres. Et finalement, dans ces caractéristiques, on peut parfois avoir des capacités qui sont étonnantes. Je pense par exemple à certains animaux, certains embranchements d'animaux qui sont littéralement extrémophiles et qui sont capables de vivre dans des conditions qui sont normalement pas propices à la vie. Tu as des exemples? Dans le cadre de la conférence, on a parlé un petit peu d'un embranchement qu'on qualifie de loricifère. C'est un embranchement qui a été découvert il y a 30 à 40 ans. C'est un embranchement qui est totalement méconnu du grand public, simplement parce qu'ils sont microscopiques. Il y a relativement peu d'espèces, ils sont très peu étudiés, mais ils ont été retrouvés spécifiquement dans des endroits où on ne s'attendait pas à observer des animaux. On pouvait s'attendre à voir des bactéries qui étaient extrêmement résistantes, par exemple, à des hautes salinités, des hautes pressions, une absence d'oxygène. Et finalement, on s'est rendu compte, dans les recherches qui ont été menées, ce n'est pas des recherches que nous avons menées nous-mêmes, évidemment, mais dans la littérature, ils se sont rendus compte que c'était littéralement les seuls métazoaires, donc les seuls animaux, capables de résister à ces écosystèmes extrêmes. Et donc, pour ces loricifères, on les a mis en évidence dans des environnements marins très profonds qui étaient caractérisés par une salinité extrême et une absence totale d'oxygène. Donc, c'était des environnements qui sont dits anaérobies de par leur absence d'oxygène. Et on a trouvé des organismes unicellulaires, des bactéries très spécifiques. Et en fait, en métazoaire, les loricifères sont les seuls organismes qui ont apparemment été mis en évidence dans ces environnements hostiles. Et est-ce que les étudier pourraient aboutir à des innovations technologiques ou en bio-ingénierie qui pourraient intéresser quelque part notre société? Alors, je ne suis pas un expert, mais clairement, en termes métaboliques, il semblerait que ces organismes soient capables finalement d'avoir un métabolisme qui leur sont propres, leur permettant de survivre dans ces conditions particulières. Et donc, les applications sont certainement pas directes, mais en tout cas, comprendre comment ces organismes sont capables métaboliquement de survivre dans ces conditions pourrait être extrêmement important pour mieux comprendre la manière dont on peut résister à des variables environnementales si hostiles. Si on fait une petite digression sur un sujet d'actualité, quand on constate la diversité de ces embranchements, on passe des arthropodes qu'on connaît bien, nous plongeurs, à des embranchements qui concernent des espèces plus extrémophiles. Est-ce que cette diversité peut être aussi un message d'espoir par rapport à l'enjeu climatique actuel et à ses bouleversements? Clairement, dans les systèmes biologiques, c'est la diversité qui permet aux organismes de s'adapter. Et donc, le fait que certains embranchements sont extrêmement diversifiés, ça va potentiellement leur permettre de résister à des modifications drastiques de l'environnement. Néanmoins, ça ne change rien au fait que des changements environnementaux globaux et conséquents, ceux qui sont en marche, vont poser de gros problèmes à la biodiversité. Évidemment, dans l'arbre de la vie, certaines espèces vont mieux s'en sortir que d'autres, mais il est vrai que la diversité du vivant va vraisemblablement avoir une résilience assez importante par rapport à modifications climatiques. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas s'inquiéter. Il y a urgence et il faut clairement s'inquiéter. Mais en effet, la diversité et la grande diversité des organismes de l'arbre de la vie va sans doute permettre à certaines lignées de sortir plus vainqueurs que d'autres. Ça, c'est très clair. Je pense que c'est un mauvais signal à envoyer, en fait. Mais c'est vrai, je suis convaincu de ce que je dis, mais malheureusement, c'est pas le signal qu'on a envie d'envoyer en règle générale. On a donc des représentants évidents de l'arbre de la vie, tels que l'embranchement des arthropodes. Tu as parlé des extrémophiles. Est-ce que tu as un autre exemple intéressant d'embranchement à nous partager? Oui, alors du coup, il y a 30 à 35 embranchements animaux et il y a un embranchement qui a été découvert relativement récemment, en 1995, les Cycliophora. Et c'est assez rigolo de se dire que cet embranchement n'a pas été découvert dans des profondeurs abyssales ou dans des lacs soufrés cachés dans la nature, mais a simplement été découvert sur les pièces buccales de homards et d'autres crustacés. C'est-à-dire qu'on les avait sous les yeux finalement depuis très longtemps. Alors pourquoi ils n'ont pas été découverts avant? Peut-être que personne n'avait regardé à cet endroit-là, évidemment.
Leur taille microscopique n'a pas aidé à les repérer du premier coup. Mais finalement, ce sont des organismes qui sont présents spécifiquement sur les pièces buccales, aux alentours de la bouche de certains crustacés, et qui ont une biologie tout à fait fascinante. Ce sont des organismes qui sont capables de reproduction sexuée, donc d'émission de gamètes mâles et femelles, mais aussi de reproduction asexuée. En les étudiant un peu plus en profondeur, on se rend compte qu'ils ont des stades larvaires qui sont fascinants, auxquels on a donné des noms assez rigolos, larves Prometheus, larve Pandora, et qui ont des biologies qui sont fascinantes et aussi totalement différentes de ce qui est connu dans l'arbre du vivant. Donc, je pense que le message, c'est qu'il est encore possible de trouver évidemment des pépites, des merveilles de l'arbre du vivant qui restent cachées de par leur spécificité, présents à des endroits un peu particuliers, évidemment leur taille microscopique souvent. Et tous ces organismes ont évidemment énormément d'intérêt à être étudiés parce qu'ils ont des capacités biologiques fascinantes à étudier. Donc encore beaucoup de choses à découvrir et à apprendre. Quand on ouvre les manuels de biologie, souvent le premier chapitre qu'on voit, c'est celui des spongiaires, des éponges, présenté généralement comme le premier animal à s'être détaché de la branche de l'arbre du vivant, en tout cas tel qu'on le présente en plongée. J'ai cru lire qu'il y avait des controverses à ce sujet. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que depuis, quand j'étais étudiant, mais depuis de nombreuses années, les éponges sont considérées comme la lignée la plus basale, entre guillemets, la plus à la base de l'arbre des animaux. Mais en fait, depuis l'avènement des études moléculaires très poussées, eh bien, les controverses ont été que les cténophores, donc les cténaires, qui comprennent par exemple les groseilles de mer, donc ce sont les organismes planctoniques gélatineux qui ressemblent un petit peu à des méduses, mais qui n'en sont pas, avec des palettes natatoires ciliées iridescentes, eh bien maintenant sont considérés comme une lignée plus ancestrale, donc plus basale par rapport aux spongiaires. Et c'est évidemment étonnant parce que morphologiquement, physiologiquement, les cténophores sont en fait plus complexes que les éponges. Et donc c'est inattendu. Les cténophores, par exemple, possèdent un système nerveux, ce que les éponges n'ont pas. Et donc finalement c'est inattendu, mais l'évolution parfois c'est inattendu. Et globalement, quand on regarde l'arbre de la vie, il existe beaucoup d'exemples où on voit des simplifications ou des pertes de traits biologiques. On pourrait très bien imaginer que la lignée des éponges est en fait perdu le système nerveux. Alors pourquoi perdre un système nerveux ? On peut imaginer que dans une lignée où les adultes d'éponges sont des organismes qui sont fixés au substrat, eh bien en fait, un système nerveux, c'est peut-être pas si utile que ça finalement. Pour conclure, tu peux peut-être nous partager ton coup de cœur parmi tous ces embranchements ? Je pense que ce serait un échinoderme. Alors, je travaille sur les échinodermes. Les échinodermes, ça veut dire donc peau piquante. C'est l'embranchement qui comporte les étoiles de mer, les oursins, les ophiures. Ce sont des organismes que les plongeurs croisent assez souvent. Ce sont des organismes qui sont présents dans tous les écosystèmes marins et qu'on peut croiser assez facilement. Ils sont de bonne taille, donc ils sont visibles très facilement. Et dans les échinodermes, il y a une classe, donc c'est un groupe d'échinodermes particuliers qu'on appelle les crinoïdes. Alors ce sont des échinodermes particuliers parce qu'ils sont suspensivores, ils sont caractérisés par la présence de bras multiples, très allongés, et ils sont souvent confondus avec des plantes ou avec des gorgones. Enfin, en tout cas, on ne se rend pas compte que ce sont des cousins des étoiles de mer. Et ces organismes sont fascinants, en particulier lorsque vous effectuez une plongée de nuit, parce que en fonction de l'endroit où vous plongez, vous pouvez voir ces crinoïdes remonter pendant la nuit pour se placer à des spots intéressants, des spots pour filtrer, des spots où la nourriture en suspension dans l'eau est intéressante et ils vont se positionner par rapport au courant afin de collecter un maximum de nourriture. Ces organismes sont fascinants pour plein de raisons. La raison qui, moi, me stimule, c'est qu'ils n'ont pas de tête, ils n'ont pas de cerveau, ils n'ont pas d'avant, pas d'arrière, pas d'yeux. Ce sont des organismes qui sont un peu lunaires par rapport à ce qu'on a l'habitude de croiser, évidemment. Et donc, comment ils font pour se repérer, pour aller trouver le meilleur spot ? Bonne question. Alors, on imagine que le courant est une des variables qui est utilisée, évidemment, parce qu'évidemment, même s'ils n'ont pas de tête, ils ont des récepteurs sensoriels qui sont un petit peu dispersés sur toute la surface du crinoïde. Mais on sait que la lumière est aussi utilisée. Et donc, ce sont des organismes qui n'ont pas d'yeux, mais qui sont néanmoins capables de percevoir la lumière de manière diffuse sur leur tégument et qui peuvent utiliser la lumière, vu qu'ils peuvent être par exemple lucifuges. Lucifuge, ça veut dire qu'on fouille la lumière. Eh bien, pendant la journée, ils vont aller se cacher dans les crevasses et pendant la nuit, lorsque la lumière est absente, peut-être remonter en suivant le courant.
Ça a l'air d'être encore un sujet passionnant. J'espère qu'on aura l'occasion d'en débattre lors d'un prochain podcast. Avec grand plaisir. Merci énormément pour toutes ces lumières, pour clôturer. À une prochaine fois, Jérôme. Merci beaucoup, Jennifer. Cette interview a été menée avec curiosité et passion par Jennifer Verhoeven. À la réalisation, Pierre Vandenbroek, avec le soutien technique de Focus Live. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Une idée de sujet, une histoire à partager? Écrivez-nous à octopus@lifras.be. Et si ce podcast vous a plu, pensez à le liker, le partager ou laisser un commentaire. Ça nous aide énormément à faire grandir ce projet. À bientôt!